Nicolas Poussin est né en Normandie en 1594. Il peint en indépendant à Paris et en province, puis rejoint Rome à partir de 1624. Sa renommée est telle que le roi Louis XIII et Richelieu l'appellent à Paris en 1640. Il n'y restera que 2 ans et repartira en Italie, où il meurt en 1665. Poussin ne néglige aucun aspect matériel dans la conception d'une œuvre où la lumière joue un rôle très important. Il combine 2 méthodes de préparation de l'œuvre. Allons voir lesquelles. Pour mettre en place la composition de ses œuvres, il dispose de petites figurines de cire dans une boîte sur laquelle il pratique des ouvertures, reproduisant ainsi la disposition des fenêtres chez le commanditaire. Il sait ainsi de quelle façon tombera la lumière sur la toile. Ensuite, le peintre esquisse l'ensemble de sa composition à l'encre sur du papier, comme nous le voyons sur cet exemple. Au XVIIe, les artistes assemblent plusieurs laits de tissu pour réaliser leurs œuvres. Cependant, chez Poussin, ces coutures, qui pourraient faire perdre de son unité à la composition, sont extrêmement rares. Cherchant à les éviter, il est très attentif à tous les paramètres techniques, comme le matériau de ses supports ou leur mode de tissage. Comment choisit-il et prépare-t-il ses toiles pour obtenir le rendu qu'il souhaite? À la fin du XVIe siècle, le textile ayant remplacé le bois comme support pour les tableaux, Poussin opte la plupart du temps pour des supports en chanvre et plus rarement pour le lin. Il existe différents types de tissage appelés armures. À partir de 1630, il choisit des toiles plus fines et surtout se tourne vers l'armure sergée. Dans un second temps, le peintre prépare sa toile avec des enduits pour une bonne adhérence des pigments, mais aussi, surtout, en fonction des effets de lumière, d'ombre et de couleur que le peintre vise pour son sujet. Les enduits de préparation varient en fonction du lieu où il travaille, mais aussi des sujets qui vont être peints. Au début de sa carrière, il utilise par exemple des préparations brunes constituées de craie et de terre ferrugineuse. À son retour à Rome en 1642, Poussin use de préparations rouges, mais à base de pigments local, l'ocre, de craie et de colle animale. Ici, nous voyons de quelle manière Poussin pouvait appliquer ses enduits sur la toile en fonction de l'élément qu'il y peint. Poussin construit ensuite sa composition sur la toile en incisant dans la préparation les lignes de fuite des formes géométriques, comme celles des bâtiments du décor. Le peintre laisse probablement les personnages en réserve. Cependant, nos techniques actuelles ne nous permettent pas de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse. Le peintre commence ensuite à peindre le reste de sa toile. Mais que savons-nous de sa méthode de travail? De nombreuses techniques analytiques non invasives sont aujourd'hui très utilisées pour répondre aux interrogations des historiens. La radiographie X a révélé que Poussin a apporté de nombreuses modifications au cours de l'évolution de la composition. Ces changements laissent à penser qu'il n'était pas satisfait de la couleur initiale et de la configuration de plusieurs éléments de la composition, ainsi que de leur emplacement. Le tableau, Achille parmi les filles de Lycomède, offre de beaux exemples de ces modifications. On peut voir ici des modifications importantes apportées au drapé du tissu. En effet, en suivant les contours de la peinture à fort grossissement, on devine qu'à l'origine, il n'y avait qu'une seule draperie bleue. De même, sur cette image de radiographie, les contours originaux du bassin étaient plus incurvés et s'alignaient avec le coude du personnage. Les spécialistes obtiennent ainsi un grand nombre d'informations sur la manière dont les toiles ont été travaillées. Qu'en est-il de notre perception de la couleur? Lors de la détermination des molécules constituant les pigments, les techniques expérimentales non invasives sont parfois mises en échec. Il existe différentes raisons de ces échecs, notamment si le pigment en question est constitué de petites molécules organiques non détectables par les techniques usuelles. Les peintures de Nicolas Poussin n'y font pas exception, notamment dans son œuvre L'Orage, où la composition de certains des points bleus reste un mystère, malgré les techniques utilisées comme les spectrométries de fluorescence ou la diffraction au rayon X. Cette incertitude autour du pigment utilisé laisse donc place à la spéculation. Peut-être de l'indigo fut utilisé, puisqu'étant un pigment largement usité au cours du XVIIe siècle. Depuis des décennies, des méthodes utilisant la puissance de calcul offerte par les machines actuelles pour la résolution d'équations complexes, des techniques dites in silico, sont devenues des approches classiques. Elles sont notamment utilisées pour la prédiction de propriétés, la découverte de nouvelles molécules, ou encore pour aider à la compréhension de mécanismes réactionnels complexes. Des logiciels de modélisation moléculaire permettent la résolution approchée de l'équation fondamentale de la chimie quantique, l'équation de Schrödinger. La lumière blanche possède toutes les longueurs d'onde du visible.
c'est-à-dire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, du violet au rouge. Elle permet de révéler les couleurs de la matière. Considérons que sans lumière, il n'y a pas de couleur. Que se passe-t-il à l'échelle atomique lorsque la lumière rentre en contact avec une molécule? Observons de plus près l'indigo. Une fois que la lumière atteint la molécule, une partie de cette lumière, avec une longueur d'onde bien particulière, c'est-à-dire une couleur, est alors absorbée par celle-ci. Ce phénomène fait passer la molécule d'indigo d'un état dit fondamental, le plus stable, vers un état dit excité. La différence d'énergie entre ces deux niveaux correspond à l'énergie nécessaire pour effectuer cette transition. Une partie de la lumière est absorbée, ici l'orange, c'est-à-dire autour de 600 nanomètres. La lumière réfléchie ne contient alors plus l'orange et octroie donc cette couleur que l'on perçoit comme bleue à la molécule d'indigo. Nous retrouvons à présent les couleurs de M. Poussin. La toile est maintenant terminée. Une fois sèche, Nicolas Poussin la recouvre d'un simple blanc d'œuf pour l'envoyer rouler à son commanditaire. Celle-ci sera vernie plus tard par ce dernier. Artiste incontestable, mais aussi technicien hors pair, comme vous avez pu le découvrir, aucun aspect dans la conception d'une œuvre n'était négligé. Félibien lui-même prête au peintre ses propos. Les gens habiles doivent travailler de l'intellect, c'est-à-dire concevoir auparavant ce qu'ils doivent faire. Outre les techniques non invasives vues précédemment, la modélisation moléculaire peut également être une alternative à ces techniques. Nous avons vu, à l'aide de calculs de chimie quantique, à quel point le processus d'absorption de la lumière joue un rôle majeur dans notre perception des couleurs. Cependant, en les combinant, la chimie pourrait répondre à des problématiques plus complexes, notamment celle de savoir si Poussin esquissait ses personnages avant d'appliquer la couche de peinture.